2 avril 2026. Championnat d'Asie de football féminin en Australie. Alors que l'hymne iranien retentit au sein du Gold Coast Stadium, les joueuses de la sélection iranienne restent muettes. Bonjour et bienvenue dans ce chapitre final de la 21e série de Géospoétique autour de l'histoire politique du sport iranien. Cet épisode sera un peu particulier car je ne vais pas raconter d'histoire mais bien interviewer un grand monsieur en la personne de Mayar Monchipour. Cet ancien champion du monde de boxe est revenu sur son histoire, sur ses actions récentes en faveur du sport iranien et nous a aussi exprimé sa vision sur la situation actuelle. Sur ce, je vous laisse avec cet échange passionnant. Pour débuter, je vais commencer par une question que je pose à chaque fois à mes invités. Quel est votre rapport avec le sujet du jour, à savoir le sport et l'Iran ? Le sport iranien, comme je l'ai pratiqué jusqu'à l'âge de 10 ans, est un sport donc qui est différent de celui en France. Un sport dans la rue, quand on joue au foot avec les copains, un sport scolaire normal et un sport privé. L'Iran est très dans son mode de fonctionnement proche des pays anglo-saxons. La pratique sportive ne ressemble pas à celle ici associative, elle est mercantile et privée. Voilà. D'un autre côté, quand on parle de sport et d'Iran, c'est le côté populaire. Le sport est pratiqué d'une manière mercantile pour faire de l'argent quand on veut en faire, mais est très populaire, notamment évidemment par le football comme partout dans le monde, la lutte et puis des sports comme l'haltérophilie, les sports un peu traditionnels en Iran, et plus récemment en réussite comme le taekwondo, est très populaire et à l'image de ce qu'on peut voir en Arménie, en Turquie, certains champions sont de véritables idoles. C'est comme si on avait 20 Zidane en France, sauf qu'il n'y en a qu'un. Alors, vous êtes né en 1975, mais est-ce que vous pouvez nous parler de cet Iran avant la révolution islamique ? Il faut savoir, je suis issu d'une famille dont alors, moi je ne connais que ma famille paternelle, puisque ma maman m'a abandonné, j'avais 1 an et demi à peu près, d'un grand-père qui était analphabet, et dont les enfants ont tous fait des études, et dont les petits-enfants sont extrêmement qualifiés. Et cette famille, elle est le miroir même de la société iranienne. La réussite par l'école, ça c'est très iranien. Mais elle a la particularité d'être plutôt royaliste et aucunement religieux. Donc c'est une famille qui regrette, en nous tous, qui regrettons ce qui est arrivé depuis 1979, parce qu'on connaît ce qui arrivait avant, un pays en progrès, et ce qui est arrivé après, un pays en guerre, et sous chape de plomb démocratique. Voilà ce que dit ma famille et ce que pense ma famille, comme une très large majorité des Iraniens. Moi, de ce que j'ai pu lire, c'est qu'il y avait quand même, ça restait un régime autoritaire. Donc, est-ce que c'était qu'une façade occidentale ? Est-ce qu'il y avait quand même des problèmes importants, d'où la révolution qui a été provoquée par la suite ? Évidemment, mais vous voyez, en fait, ça me fait toujours marrer. Vous voyez avec un prisme européen. L'Iran a été donc dans le XXe siècle dirigé dans un premier temps par la fin de l'Empire Qajar, qui étaient des gens à la solde non lettrés et à la solde des Anglais, ça veut dire des gens de l'extérieur. Et en 1921-23, quand le père du Shah, du dernier Shah d'Iran, Reza Shah Pahlavi, a fait un coup d'État et a pris le pouvoir, il a sorti réellement, donc on est en 1920, on est au début du XXe siècle, il a sorti l'Iran de la féodalité et du Moyen-Âge. Féodalité, vous savez, les terres et les gens qui sont sur ces terres appartiennent aux seigneurs. C'était le cas jusqu'en 1920. Et Moyen-Âge, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est l'imprégnation du religieux dans la vie de tous les jours. C'est les maladies, le typhus, la choléra dans les rues, c'est la saleté. On est parti de là en 1923 quand même. Donc, 50 ans, 60 ans, 70 ans après, on est en 1500 et quelques.
Ils ne peuvent pas faire de miracle et pourtant ils en ont fait. Reza Shah a tenté de moderniser le pays en partant de très loin avec le chemin de fer, l'électricité, la scolarisation a pas forcé. Par exemple, ma grand-mère, là c'est quelque chose de très concret. Ma grand-mère a eu la chance de faire de 13 à 16 ans, de faire 3 années d'école parce que son père était un architecte et quelqu'un déclaré lui a permis ce que ne faisaient pas les autres, lui a permis d'aller à l'école quand en 1923, Reza Shah, donc celui le père du Shah, a autorisé les filles à aller à l'école. Elles étaient interdites de scolarité, d'instruction par les religieux, les mollahs. Et les Français ou les Européens comparent ce qui est incomparable. Derrière son père, quand il y a le coup d'État et quand son fils Mohammad Reza prend le pouvoir, il continue à pas forcer une modernisation du pays. Et à l'image de ce qui est devenu aujourd'hui l'Irak, un no man's land, ce qui est devenu la Libye, un no man's land, l'Iran n'était pas habité par des gens comme nous les Français de 1950 ou 60. Tous les peuples ne sont pas prêts à vivre une démocratie comme la nôtre. Il faut une main de fer et il faut du temps. C'est ce que ne veulent pas comprendre les Européens qui vivent dans une démocratie absolue, qui à 9 heures au café, peuvent critiquer la politique du gouvernement et critiquer le président en place sans rien risquer. Ils s'en rendent pas compte. Et donc, quand on continue justement dans notre histoire, il y a donc la révolution islamique en 1979. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance et de votre début d'adolescence en Iran ? J'ai quitté l'Iran à 10 ans et j'étais encore un enfant. J'étais un grand enfant puisque j'avais pas de maman et j'étais très autonome. Mon enfance se passe à Kermon jusqu'à l'âge de 6 ans chez ma tante. Alors c'était insouciance, c'était les jeux dans la cour, c'était quelques jours à la maternelle. Et après donc j'ai vécu 5 ans à Téhéran pendant la grosse période de la guerre Iran-Irak, avec de bombardements de Téhéran, avec un régime dur. Et là encore une fois, si vous parlez de pratique sportive, elle se limitait, donc c'était génial déjà, elle se limitait aux nombreuses parties de football dans la rue, parce qu'en fait on avait des petites cages de football qui arrivaient à demi-hauteur et qui étaient fabriquées chez le ferronnier du coin. Les parents finançaient à plusieurs la conception de ces cages de football. On achetait 2 filets et on faisait des équipes. Il y avait toujours des équipes. On jouait au milieu de la rue et souvent on obstruait le passage des voitures et tout. Voilà. Et puis la dernière année 86, ça a été vraiment compliqué avec, comme je vous disais, et beaucoup de bombardements de Téhéran par le régime, par les avions vendus entre autres par la France, les super étendards français au régime de Saddam Hussein. Même en pleine période de guerre avec l'Irak, le sport avait une place dans la société iranienne ? Oui, bien sûr, puisqu'en fait il s'agissait d'une guerre de tranchées, comme à l'image de la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas eu d'invasion comme pendant la Seconde Guerre mondiale pour la France. La guerre se passait à la frontière irano-irakienne, avec, comme je vous disais, donc beaucoup de morts. On a entre 250 et 500 000 morts pour l'Iran, et on n'a même pas le nombre exact en fait. Et avec des excursions de missiles ou d'avions le soir à Téhéran qui est complètement au nord. Donc on n'était pas touché directement, on était touché parce que des gens devaient partir au front, on était touché parce qu'il y avait une dureté du régime sur tout ce qui était liberté, mais au jour le jour, il n'y avait pas de guerre à Téhéran. Donc nous, on continue à pratiquer, mais comme je vous redisais encore, la pratique sportive. Donc certainement, alors je me suis jamais penché comment ça se passait pour les championnats. Évidemment, les équipes du Sud, il y avait plus d'équipes du Sud, mais certainement que les championnats, d'une manière un peu plus discrète de football, de basket, de volley, continuaient à avoir lieu, mais j'étais trop petit, je n'y allais pas, donc je n'en sais rien. Et donc ensuite, vous êtes arrivé en France, vous êtes devenu champion du monde de boxe, et comme vous l'avez expliqué dans de multiples interviews, derrière, vous avez quand même cherché à renouer avec l'Iran, avec votre terre de naissance. Et quand vous prenez un peu de recul aujourd'hui, comment vous expliquez le fait que le gouvernement cherche à vraiment contrôler le sport ? Alors, il n'y a pas que le sport, ça a toujours été comme ça, comme on le sait. Les jeunesses hitlériennes, les Mussolini, le Japon, en dehors de l'école, il reste 2 pans d'éducation. Il s'agit des arts, de l'art en général,
et de la pratique sportive. Donc, il est complètement normal que la pratique sportive, elle soit contrôlée pour 2 raisons. Une raison interne d'éducation, de moulage des esprits comme on le veut, et l'autre externe sur la visibilité, la réussite d'un régime. Rappelez-vous, les Jeux Olympiques de Berlin, quand les champions olympiques ariens blancs font la fierté de l'Allemagne nazie, et quand Hitler quitte le stade olympique parce que Jesse Owens gagne plusieurs médailles d'or le même jour en quelques heures et bat des records du monde. Voilà, donc la pratique sportive met en exergue le corps humain, donc il est important pour toute nation d'y apparaître. Et en l'occurrence ici, si on prend le cas de l'Iran, est-ce que l'objectif du gouvernement est avant tout idéologique ? Oui, quand Ali Rezazadeh, le champion olympique, multi-champion du monde de lutte poids lourd, devient champion olympique, s'il pouvait le devenir en 96 à Atlanta, et c'est plus important que n'importe quelle autre action diplomatique internationale, d'un côté. Mais de l'autre, ce même Ali Rezazadeh ou les joueurs de foot qui sont populaires, quand ils reviennent avec un titre mondial autour du cou, une médaille mondiale autour du cou, et que leur première action à la descente de l'avion était d'aller saluer, baiser la main de Khamenei, celui qui a été tué heureusement, c'est en fait, ils adoubent le régime en place, et le régime en place les adoube. C'est tout à fait logique. Et aujourd'hui, comme je vous disais, les 3-4 plus grands footballeurs iraniens, ils soutiennent publiquement révolte ou révolution des Iraniens qui sortent dans la rue, c'est réellement s'opposer au régime. Et donc, c'est une épine dans l'œil des mollahs. Si on met donc de côté, comme vous l'avez évoqué, les grands footballeurs qui jouent en Europe, est-ce que le gouvernement voit vraiment ces athlètes comme de véritables pions politiques et leur enlève toute possibilité de révolte ? De toute façon, ils ne peuvent que apporter leur soutien en tant que beaux moqueurs des Iraniens. Ils n'ont aucun pouvoir politique, ils n'ont aucun pouvoir diplomatique, même quand ils sont à l'extérieur. Les seuls petits pas de côté qu'ils aient pu faire, comme la jeune varapiste qui faisait de l'escalade, qui est montée, elle n'a rien fait, elle n'avait pas le truc sur les cheveux, c'est rien, ça amène pas grand-chose. Ça montre une contestation de l'ordre établi. Mais ça peut pas aller plus loin. Faut pas se voiler la face, justement. Ce ne sont que un soutien pour la plupart du temps sincère, parfois calculé, envers la population. Mais de l'autre côté, on a également je vous parlais de Ali Rezazadeh qui accueille les voyageurs ou étrangers quand ils viennent en Iran. Lui, c'est un véritable soutien du régime. Donc voilà. Vous avez une grande masse qui est plutôt neutre parce que occupé à gagner sa vie, à gagner les matchs, quelques faits, gestes de résistance et une masse importante quand même de soutien. Au milieu de tout cela, donc il y a les instances internationales, on peut penser au CIO, on peut penser à la FIFA. Est-ce que vous estimez que ces instances internationales font assez pour essayer de lutter face à ce fléau que représente l'ingérence politique du gouvernement dans le sport iranien ? Bien sûr que non. Je vais vous en donner un exemple très précis. À peu près 1 an des Jeux Olympiques de Paris 2024, Maître Frédéric Thiriez, avocat au Conseil d'État si on veut, mais surtout pendant 12 ans, président de la Ligue nationale de football professionnel, Maître Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix 2003, nous avons coécrit une demande transmise à Monsieur Bach, alors président du CIO, pour exclure de la délégation de la République islamique à Paris 2024, les équipes masculines dans les disciplines où la pratique sportive est interdite aux femmes, ce qui est logique. Dans la charte olympique, il est stipulé qu'il ne doit y avoir sur tout terrain de sport, notamment olympique, aucune discrimination raciale, ethnique, religieuse et sexuelle. C'est marqué. Et en fait, mais on le sait, le CIO lui-même n'applique pas une charte qu'elle a rédigée et votée. Quelques mois après, 2 mois après, j'ai une réponse du secrétaire général. Mais madame, messieurs, effectivement, nous sommes très préoccupés par la situation
et nous saurons le rappeler. Ça veut dire, en fait, ils nous ont dit, allez voir ailleurs si on y est. Et Madame Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, m'avait dit, mais Maillard, c'est normal, je t'avais dit qu'il dirait ça. Si le CIO a exclu pendant 29 ans la République d'Afrique du Sud, c'est réellement pour dire que oui, la ségrégation raciale, nous en tenons compte, la ségrégation sexuelle, c'est pas très grave. Donc, mettre de côté la moitié de l'humanité n'est pas si important que ça. Voilà ce que dit et ce que pense le CIO. D'après vous, d'après votre point de vue, pourquoi justement le CIO est si clément avec la fédération iranienne? Avec la fédération iranienne et d'une manière générale avec l'islam. Quand elle dit qu'il doit y avoir une neutralité politique, religieuse, syndicale sur le terrain, elle considère que le port du hijab n'en fait pas partie. Le CIO ne regarde que l'intérêt, ses propres intérêts, l'intérêt de ses membres et le désintérêt des autres membres. Chacun regarde ailleurs et s'en contrefiche. On va ouvrir cette page de la représentation des femmes dans le sport iranien. Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans le sport iranien? C'est une place rendue obligatoire par les règlements internationaux. C'est une place dérangeante, embarrassante, voilà. Dérangeante, embarrassante. Pourtant, aujourd'hui, on voit quand même le gouvernement autoriser les femmes à pratiquer certains sports. Est-ce que, selon vous, il y a aussi une idée de montrer, tant à l'échelle nationale, mais je dirais quand même plus à l'international, que ils font des efforts, que ça reste un gouvernement assez moderne. Au final, donner une façade brillante d'une réalité bien plus triste derrière. Là, pour revenir à la République islamique, comme je vous dis, d'un côté, il y a les obligations internationales. De l'autre, il y a la demande des propres femmes et filles iraniennes. On le dit souvent en ce moment, depuis qu'il y a les révoltes de Mahsa Amini il y a 3 ans, là, depuis le mois de janvier, que les Iraniens sont la population la plus éduquée du Grand Moyen-Orient. Ça veut dire, moi, quand je dis du Grand Moyen-Orient, j'inclus du Maroc jusqu'en Indonésie. Cette population ne peut pas accepter d'être privée de tous ses droits. Donc, il y a paraître à l'extérieur, certes, mais même à l'intérieur, tu ne peux pas appliquer les mêmes règlements et codes qu'en Afghanistan ou en Irak au temps du Daesh. Impossible. Il faut aller voir dans les parcs publics à Téhéran, en Iran, partout en Iran, où beaucoup de pratiques sportives, pas compétitives, justement sportives, de loisirs, d'entraînement se font dans des lieux ouverts, où les jeunes filles habillées avec des tenues plutôt serrées, mais en faisant semblant d'avoir un petit truc sur la tête, pratiquent la plupart du temps entre filles, parfois reculent les limites imposées et font des équipes mixtes. En fait, cette pratique démontre une chose, il y a une demande extérieure vis-à-vis du CIO et des fédérations mondiales, mais il y a surtout une demande forte intérieure. Quand vous avez étudié, quand pour certains vous avez voyagé, quand pour toutes vous regardez comment ça se passe la vie d'une jeune fille de 15 ans et de 20 ans en Europe, en France, aux Pays-Bas, en Suède, aux États-Unis, vous n'acceptez plus de vivre comme une Irakienne, comme une Afghane ou comme une Saoudienne. Donc il y a des limites que elles-mêmes elles ont dépassées et qu'elles ont éloignées. Et justement, par rapport à cela, vous avez contribué dans ce combat pour le sport féminin iranien. Est-ce que vous pouvez nous parler des diverses actions que vous avez pu faire? Je pense notamment à votre histoire avec Sadaf Kadem. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça? Je crois que j'ai fait vraiment 2 grandes œuvres dans ma vie. C'était la co-construction avec l'UNESCO d'une école à Bam où il y a eu un tremblement de terre en décembre 2003. Et celui d'avoir permis à la première Iranienne de monter sur un ring, Iranienne d'Iran. Pas une Iranienne comme moi qui a grandi ou qui est née en Occident. Un an auparavant, j'avais donné un cours de boxe sur les hauteurs de Téhéran à une quarantaine de jeunes garçons et à 10-12 filles que j'avais mis à côté. Une de ces filles, à ce moment-là, m'interpelle, m'envoie un message sur Telegram. Monsieur Monchipour, faites-moi boxer. Une simple phrase. J'ai pris contact avec Sadaf.
Je lui ai demandé de demander au président de la fédération iranienne de boxe de lui permettre de venir en France, de boxer sous licence iranienne pour montrer patte blanche à la fédération mondiale parce que je savais que malgré l'autorisation, ils n'étaient pas encore prêts. Donc il y a une réunion au ministère des Sports, ils disent non, ils voulaient pas évidemment, on verra nous-mêmes plus tard. Donc dans ce cas-là, j'ai contacté Roxana Maricignano qui était à l'époque ministre des Sports et je lui ai dit permettez à une fille comme vous de vivre son rêve. Alors elle a contacté donc le ministre des Affaires étrangères, Le Drian à l'époque, pour accorder le visa à Sadaf, parce que sans ça, comme elle était célibataire, elle n'aurait jamais eu de visa. Et le ministère des Sports a contacté également la Fédération française de boxe pour accorder une licence sportive qui donne le droit de pratiquer. On a fait tout ça, et il me fallait un lieu d'organisation. Je suis allé voir Franck Veuss, le club de Royan, qui est le club le plus dynamique localement. Et en 10 secondes, il m'a dit on y va. Parce que c'est quelque chose d'important, avec beaucoup d'investissements humains, financiers, et il s'est passé quelque chose, c'est tout le hasard. La chaîne de Noah a senti l'importance de l'affaire, a voulu faire une captation directe, ça veut dire, vous savez, avec une équipe complète, le faisceau satellite, c'est beaucoup d'argent, et m'a demandé l'exclusivité de la transmission. J'ai dit, évidemment, pas de souci, par contre, je la veux gratuite pour l'étranger. Ce soir-là, le 13 avril 2019, tout l'Iran était devant la télé, tout le monde était devant la télé. Ils ont vu une Iranienne les représenter à l'autre bout du monde. Alors c'était brouillon, c'était de la bagarre, c'est normal. Elle avait une tension de folie et elle était débutante. Personne ne regarde le premier combat d'un sportif. Et donc c'est devenu un événement mondial vu dans le monde entier. Ça a été transmis en Chine, à Los Angeles. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 6 ans qu'elle est là. Elle a fait un BTS. Elle est française depuis plus d'1 an et demi. Et elle a été finaliste championne de France cette année. Voilà l'histoire. À jamais, elle sera la première Iranienne montée sur un ring de boxe. Une histoire incroyable. Et tout le long de cette interview, on a pu voir que dans la globalité, le sport iranien est quand même assez négatif pour la population en elle-même, vu qu'il est contrôlé par le gouvernement. Mais à travers des exemples comme ceci, est-ce que vous pensez que le sport peut permettre aux Iraniens de, en quelque sorte, lutter contre le pouvoir, ou en tout cas de s'émanciper à travers la pratique sportive? Le sport permet de s'exprimer, de se dépasser, tout ce que vous voulez, il y a tout ça. Mais la seule manière de s'émanciper, c'est l'intervention militaire d'aujourd'hui, et aller dans la rue et se faire tirer dessus, se faire tuer ou se faire blesser, jeter des pierres, faire baisser les armes Et ensuite, en cas de changement de régime, la pratique sportive permettra une mixité sociale, une mixité sexuelle. Et en fait, parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Iran, quand je vous parle de mixité sociale, il y a vraiment ce qui n'existe presque plus en Europe et en France, les échelles sociales, des classes sociales qui ne se fréquentent pas. Il y a la piscine des pauvres et la piscine des riches. Il y a le foot ou même le ski, il y a les hauteurs de terrain, il y a plein de pistes de ski, il y a la piste des riches et la piste des pauvres. Il y a des quartiers avec des restaurants où monsieur tout le monde n'y va pas. La pratique sportive devra, dans un futur Iran, dans les années à venir, permettre une mixité sociale, une mixité sexuelle, pour apprendre aux deux sexes de se côtoyer sans mariage et avant le mariage, pour s'appréhender. Et donc, il faudra le faire. Et cette mixité sexuelle que le sport permet, pour que les jeunes filles et les jeunes gens puissent se côtoyer, pour que les relations humaines deviennent normalisées. Eh ben écoutez, c'est une formidable conclusion d'une superbe interview. Vraiment un grand merci. Très intéressant d'avoir ce mélange d'expertise et aussi de vécu. Parce que au-delà d'avoir un regard sur ce sujet, vous avez contribué à le façonner. Donc encore merci pour cette interview. Est-ce que vous souhaitez transmettre un message pour conclure? Oh, rien de spécial. C'est se dire toujours que la pratique sportive, elle permet une santé physique aux pratiquants dès le plus jeune âge et une santé mentale, que ce soit parce qu'on s'extériorise, que ce soit parce que on réalise des schémas tactiques, des schémas d'entraide, des schémas où on guérit de nos peurs mais également de notre agressivité. Encore une fois, ça permet la pratique sportive, ça permet d'aller chercher ses limites d'un côté, mais également de collaborer et avoir de l'empathie pour l'autre, ne pas vouloir écraser quelqu'un. Voilà. La pratique sportive, comme la pratique culturelle,
sont des leviers importants à côté de l'école pour faire de futurs citoyens. Merci à vous, monsieur Mayermont Chipour. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être allés jusqu'au bout de cette interview. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la série via toutes les plateformes. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à noter, ça m'aide énormément. Et on se retrouve à bientôt pour un nouveau chapitre de la grande histoire du sport.